peut faire également de la main levée sur l'iPad. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un trait. Je peux le transférer maintenant vers mon GTN. J'ai plein de points qui se sont rajoutés. Je vais pouvoir faire Send to. OK, j'ai un nouveau plan de vol. Alors là, on voit tout un tas de points qu'on vient de générer sur l'iPad. Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Jumpseat. Aujourd'hui, on continue notre série d'émissions sponsorisées avec Garmin. Et donc, on accueille Romain Spadini, que tout le monde connaît désormais. Il n'y a plus besoin de le présenter. Devenir une vraie star des réseaux. Exactement. Donc, Bonjour Romain. bonjour à tous. Bonjour le chat. La dernière émission, on l'avait consacrée aux pilotes automatiques. Ouais, exact. C'est vraiment focalisé sur les pilotes automatiques. Là, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le cockpit connecté. C'est vrai qu'il y a toute une gamme chez Garmin. On va essayer d'être le plus exhaustif possible sur l'heure qui va venir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur toutes ces considérations de connectivité. On va voir qu'il y a beaucoup d'outils. On va essayer de les balayer à peu près tous. Alors, la première question, c'est la connectivité, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un gadget? On a vu les smartphones débarquer dans les cockpits depuis quelques années. Tout à fait, ouais. Et est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ouais, donc c'est un peu le débat qu'on a eu en préparant cette émission. Hein, Fabrice, on a essayé d'être un peu objectif sur l'utilisation de la tablette à bord de l'avion, etc. Donc c'est vrai que ça fait quelques années que ça s'est démocratisé. Donc pas uniquement sur les grosses machines, mais on retrouve, je pense que pratiquement tous les pilotes privés aujourd'hui, une bonne majorité volent avec un iPad, une tablette et une ou plusieurs applications d'ailleurs pour les aider à préparer ou à conduire le vol. Donc je pense vraiment que l'idée, et c'est un peu l'esprit de ce qu'on essaie de faire chez Garmin au niveau de la connectivité. En fait, la question principale, c'est de se dire qu'est-ce que le pilote recherche quand il vole. Et la majorité des pilotes, alors on est que certains pilotes a bien aimé la préparation, a bien aimé les petits à côté. Hein, ça, c'est pour moi, ça. C'est pas Fabrice. Oui. Mais globalement, voilà, on a essayé de se dire, qu'est-ce qui est finalement une charge plutôt sur l'aspect préparation, mais qu'est-ce qui est plutôt une contrainte pour le pilote, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut réduire, qu'est-ce qu'on peut enlever pour que le pilote, finalement, quand il veut aller voler, c'est pour voler, et toute la charge de travail un petit peu inhérente à la préparation ou autre, est-ce qu'on peut la supprimer ou au moins la réduire? Donc, c'est un des premiers axes de la connectivité. Premier axe, et on va en parler après, c'est forcément, par exemple, la mise à jour de son système. Alors, je parle vraiment on parle vraiment de cockpit connecté, donc vraiment de cockpit avec déjà de l'avionique. C'est sûr que si on reste sur des cockpits un petit peu, je dirais, à l'ancienne, avec de la pendule, etc., on va pas avoir ce côté connectivité technologique. Mais dès qu'on va parler technologie, on a cet aspect, mise à jour des databases qu'on connaît bien, surtout en IFR. Et puis ensuite, préparation du vol. Et ensuite, suivi du vol. Donc l'idée, voilà, c'est ces trois grands axes. Premièrement, c'est réduire toute la préparation. Donc ça va être la préparation de la navigation en elle-même, la préparation de l'avion, donc avec les mises à jour éventuelles des databases, et puis après la conduite du vol et réduire aussi la charge du pilote en vol avec ses outils informatiques, entre guillemets. Ouais, c'est la philosophie de Garmin d'alléger la charge de travail du pilote à la fois à la préparation en vol et puis aussi éliminer le papier du cockpit. Enfin ça, on le fait aussi dans l'aviation professionnelle et de ligne. Mais c'est valable aussi pour l'aviation de loisirs où on peut utiliser ce qu'on appelle les EFB, les flight bag, voilà, les serviettes, je pense que c'est intéressant. Alors pour ceux qui nous suivent du coup un petit peu et qui n'ont peut-être pas forcément la référence entre guillemets historique, mais moi j'ai le souvenir des pilotes qui partaient avec les valises complètes de cartes Jepsen. Il n'y a pas plus longtemps que ça, il y a une dizaine d'années en arrière. En aviation commerciale, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas les iPads. Et donc, il fallait les cartes de tous les terrains d'Europe, tous les terrains sur lesquels potentiellement on allait se poser. Donc, on avait les valises complètes de cartes. Oui, il fallait emmener la documentation, les cartes papier. Aujourd'hui, tout tient dans... Voilà, donc aujourd'hui, on emmène ça, alors qu'avant, on emmenait 3 valises de cartes. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des pilotes de ligne ou des pilotes pros qui nous suivent, qui peuvent en témoigner. Mais ouais, j'ai vraiment ce souvenir-là. Et encore certains... tout le monde n'est encore pas passé à la tablette. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a un commentaire de Franck May
quand on a préparé une fois une nav complète dans un bon vieux GNS 430, on rêve la nuit de pouvoir lui envoyer un GPX sur tablette ou ordi. Oui, effectivement. D'ailleurs, on parlera peut-être un peu plus tard des GNS Ouais, tout à fait. 430. Mais c'est On un a très parlé bon... sur Aerobuzz il y a quelques semaines, Ouais. même mois de cela. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est un bon commentaire de Franck, Franck May, parce que en fait, le GNS, c'est le premier produit qu'on a vraiment connecté dans le cockpit. 95, en 1995. Alors qu'on a créé, c'est le premier produit vraiment lancé GPS comme nav chez Garmin. Donc ouais, même avant, je sais plus l'année exacte, mais ouais, 98, j'ai en tête, mais je suis pas certain. Mais en fait, le GNS est tellement répandu que c'est le premier produit qu'on a aussi connecté à la tablette il y a quelques années. Donc on avait lancé un produit qui s'appelle le Flightstream 210. Alors on retrouve aujourd'hui le 510, hein. C'est notre carte bleue qu'on va avoir dans le GTN, on en parlera après. Mais à la base, le premier produit connectivité, donc on appelle Connext chez Garmin, qui a intégré du Bluetooth et du Wi-Fi, c'était un boîtier qui devait être câblé au GNS, qui s'appelle le Flightstream 210, qui permettait justement, enfin qui permet toujours, hein, de faire ce transfert de plan de vol d'une tablette vers un navigateur GPS. Ah, le papy GNS était quand même bien connecté déjà. Et on l'a amélioré pour qu'il se connecte aussi. Alors on est loin maintenant, c'est vrai que du GNS 430 où c'était vraiment les premiers navigateurs et le grand frère aussi. On a même plus ancien. Et vraiment, c'est quand on parle de réduction de la charge de travail, c'est exactement ça. Oui. C'est que si on revient sur les premiers systèmes GPS, même Garmin, hein, il y a 20 ans en arrière, le GNS encore a été développé, mais avant, même en portable, on a eu les Pilot 3, les GPS Map 296, où il fallait rentrer les points de navigation en coordonnées, un par un. Bon, ouais, on a beaucoup évolué aujourd'hui. D'ailleurs, on a le résultat sous les yeux. Voilà. Et ce qui nous permet d'avoir. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dans un cockpit pour qu'il soit connecté, qu'on puisse le dire connecté? Ouais, alors, on a plusieurs aspects. Où est-ce que commence et où est-ce que se termine le cockpit connecté? Est-ce que le fait d'emmener son iPad avec son application, finalement, c'est déjà un début de connectivité, certainement. Quand on parle cockpit connecté, de mon point de vue, c'est vraiment l'apport justement d'arriver avec ces outils technologiques qu'on a tous aujourd'hui, hein, une tablette, un smartphone, et arriver dans le cockpit et pouvoir s'interfacer avec ce cockpit, justement, avec ces outils du quotidien. Donc je pense que c'est un peu ça le réflexe, pardon. réflexe de fermer les fenêtres. Les alertes, ouais. Donc voilà, le départ, c'est vraiment d'avoir son iPad ou son iPhone, ou je parle Apple, mais ça peut être de l'Android aussi, sans aucun problème. Et ensuite, en fonction des produits, on va avoir différentes manières de se connecter au cockpit en lui-même. Donc comme je le disais, ça a commencé avec le Flightstream 210. Aujourd'hui, on est sur le Flightstream 510. Mais l'idée, c'est de créer un pont en fait Bluetooth ou Wi-Fi entre son outil, son smartphone ou sa tablette et la Vénic. C'est une manière d'échanger entre les deux supports, en fait. C'est tout ça, à fait. Ce qu'on appelle la connexion entre la connexion, c'est ça. Et l'idée, c'est de le faire sans fil aujourd'hui, parce que le filaire, voilà. Donc vraiment, l'idée de la connectivité, c'est d'amener des outils dans le cockpit qui vont pouvoir se connecter sans fil à notre système d'électronique de bord, enfin d'avionique. Donc c'est vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, on le fait de différentes manières chez Garmin. Donc, on va le faire soit par l'apport d'un produit supplémentaire. C'est le cas dans les GTN. Donc, avec l'ajout du Flightstream 510. C'est une carte SD, mais à l'intérieur, on a une puce Bluetooth, on a une puce Wi-Fi. Donc, c'est vraiment ça qui va nous créer le pont entre la tablette et le GTN. La carte tout à fait. Et intégrer une puce Wi-Fi tout à fait. Donc, ça, c'est vrai ça, c'est vrai pour donc, les GTN. C'est vrai pour le G500. C'est pas forcément vrai pour d'autres produits. Le G3X Touch, par exemple, chez Garmin, donc qui est plus dédié à des avions légers ou à de l'aviation expérimentale, ULM, va avoir le Bluetooth intégré directement dans le produit. Également, c'est la même chose on avait parlé un petit peu quand on fera peut-être une émission sur les navigateurs un peu plus tard, mais donc GTN, effectivement, on a besoin du Flightstream 510. On y retourne. Tout ce qui va être après G3X Touch ou GPS, alors qu'on appelle les GPS 2 pouces, GPS 175, GNX 375, GNC 355, là on a du Bluetooth intégré. Sur les GPS portables Garmin, on a du Bluetooth intégré. Donc là, c'est vrai que je disais, on amène sa tablette, on amène son iPhone, mais ça peut être aussi amener son GPS portable. Si on a un GPS portable Garmin récent,
ERA 660 à ERA 760. On va pouvoir l'amener dans le cockpit, connecter. D'accord. On va un peu plus loin avec ce Bluetooth, on va pouvoir connecter sa montre. Je ne sais pas si on la voit trop, mais bon, on a parlé, on a enregistré une petite émission sur la D2 Mark One Pro, qui est le dernier modèle de chez Garmin. Mais effectivement, on va pouvoir aussi connecter sa montre au cockpit. Alors, c'est plutôt pour récupérer des infos de waypoint ou des infos de l'avionique sur la montre. Mais voilà, c'est aussi une possibilité, quoi. Alors, en parlant de montre, soyez attentifs au réseau. On ne dévoile rien, on dit simplement soyez attentifs au réseau Twitch, Facebook, YouTube, etc. Enfin, toutes les plateformes où vous pouvez retrouver Jumpseat. Il y a quelque chose qui se prépare, soyez attentifs. Ah, Noël approche, Fabrice. Ah bon? Noël approche. Donc c'est un peu de teasing, surveillez bien les réseaux dans les jours qui viennent. Peut-être une petite annonce à faire. Achille57, bonjour, qui écrit Autoland sur ton t-shirt. Ah oui, et qui demande si c'est un projet chez Garmin. Mais je crois que Franck May, je l'ai lu un peu en travers, a déjà répondu plus ou moins. Effectivement, c'est un projet qui est déjà bien avancé chez Garmin. Autoland, oui, on a fait une émission. Tout à fait, je t'invite, Achille, d'ailleurs, à retrouver en replay sur YouTube et puis sur Jumpseat aussi, sur Twitch, l'émission qu'on a faite avec Romain le mois dernier qui détaille l'Autoland et toute cette partie de produits de sécurité, en fait. Oui, tout à fait. Non, c'est certifié, c'est validé, ça existe, ça vole essentiellement sur les TBM, Piper M600. Enfin, voilà, c'est un peu limité au niveau de la flotte. Cirrus Vision Jet, mais c'est déjà certifié et ça vole très bien. Et ça permet donc, voilà, on t'invite, Achille, effectivement, retourner voir ces vidéos, mais ça permet de poser l'avion automatiquement en cas de défaillance du pilote. Revenons à nos écrans. Les incapacités. Encore des questions. Oui, c'est plutôt un pilote en incapacité de faire voler l'avion ou le passager, du coup, qui va déclencher le système. Oui, tout à fait. Autoland peut se déclencher automatiquement. En cas de détection de... Enfin, si le pilote n'a aucune action sur les commandes ou sur l'avionique pendant un certain temps, on peut le déclencher automatiquement, mais sinon c'est un déclenchement effectivement des passagers. Enfin, voilà. Plusieurs scénarios pour le déclenchement de l'Autoland. Oui, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, Jumpseat, pour être aussi alerté de l'imminence des émissions. Et allez voir aussi YouTube, Facebook, etc., TikTok. LinkedIn aussi, des pages aussi. Vous pouvez nous suivre sur plusieurs canaux. Alors, revenons à nos écrans. Donc, on a vu un peu ce que c'était que le cockpit connecté. Ouais. Maintenant, on vous invite en fait à faire ensemble une sorte de vol simulé fictif. Ouais, tout à fait. Pour voir comment on part du début, c'est-à-dire de la préparation du vol jusqu'à la gestion du vol. Bien sûr. Et puis jusqu'à l'atterrissage. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer un petit peu les possibilités de cette connectivité, qu'est-ce qu'on offre. Donc on va pas, voilà, c'est pas vraiment un cours, je dirais, où on va pas vous montrer toutes les étapes de comment utiliser l'application Garmin. C'est très long. Le système, ça sera un peu plus long. L'idée, c'est vraiment de dégrossir, de pouvoir vous montrer les fonctionnalités, les capacités de ce système. Donc j'ai amené mon iPad donc avec l'application Garmin Pilot. Comme je disais, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur le marché. Et la plupart des pilotes en utilisent d'ailleurs plusieurs, souvent. Nous, on a notre propre application, donc Garmin Pilot, donc vraiment, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. L'idée, c'est une application qui permet de faire et de la préparation, et du suivi, et du débrief de vol. Donc aujourd'hui, on est sur notre belle carte ici sur Garmin Pilot. On est sur une belle carte 500 millième IGN d'ailleurs, qui nous est chère. On voyait qu'on avait un peu d'informations, on est connecté en direct, donc on va avoir les informations de météo, etc. Donc on va pas détailler toutes les fonctionnalités de l'iPad aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de montrer comment je préparerais un vol assez rapidement. Donc on parlait un peu justement du fait qu'avant, préparer un vol pour de l'IFR, ça pouvait être très long. De la préparation, ensuite arriver au cockpit, rentrer les points tournants. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on va faire une petite manipulation. Donc je vais juste aller ici dans l'onglet Trip Planning sur mon iPad. Et alors on l'avait fait un peu en simulation avec Fabrice, mais on va juste créer un nouveau trajet. Donc là, ici, mon iPad a déjà été configuré. J'ai un avion de test.
et qui en l'occurrence est un avion, un monomoteur. Alors, ça, là, en l'occurrence, pour le test, c'est un Cirrus, hein, voilà. Donc toutes les données de mon avion sont déjà rentrées dans mon iPad pour la démonstration d'aujourd'hui. Les performances, Les perfos, voilà. masse, etc. En fait, effectivement, quand on va utiliser la tablette, c'est un des avantages, c'est qu'une fois qu'on a paramétré son avion dedans, par exemple, si j'ai un avion non pressurisé, l'iPad ne va pas me proposer de faire un plan de vol au niveau de 100, Oui, ça n'a pas de sens. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir paramétré comme il faut son avion, le pilote, quelles sont mes capacités à moi, est-ce que je suis pilote VFR, IFR, qu'est-ce que je veux faire. Donc là on est sur une page qui nous demande de rentrer les informations, donc on a déjà les informations de l'avion, qu'aujourd'hui basiquement on va lui rentrer les informations le point de départ. Donc on va faire une petite simulation entre Lyon-Bron, donc LFLY, et puis on va mettre un point d'arrivée, destination ici, sur Annecy. Alors l'avantage de l'iPad, c'est que si je ne connais pas par exemple l'identifiant du terrain, je peux juste taper Annecy, et il va me sortir. Alors vous ne verrez pas forcément à l'écran, mais en bas ici j'ai les propositions de points qui correspondent à Annecy, oui, dont Métais, Lima Fox, Lima Papa, qui est le terrain d'Annecy. Donc ici, j'ai bien mon point de départ, Lyon-Bron, j'ai mon point d'arrivée, LFLP, et j'ai un système dans Garmin Pilot qui s'appelle l'autorouting, alors qui est moins utilisé en VFR. Là, on simule un vol IFR. Donc l'idée de l'autorouting, c'est qu'au lieu de déterminer soi-même toute la route qu'on va faire entre ces deux points, alors là, la route est assez courte, on le fait volontairement pour pas que ça charge pendant des minutes, mais l'idée, c'est de générer tous les points en fait, de la route automatiquement. Donc ici, je vais appuyer sur le bouton autoroute. J'ai un petit récap qui me dit, voilà, donc je pars de Lyon-Bron, j'arrive à Annecy, l'horaire de départ, etc. Mon niveau de vol, donc là, il me propose un plan de vol entre le niveau 40 et le niveau 160. Les règles de vol préférées, donc ici, je lui dis que je veux du vol aux instruments. Et si j'appuie sur autorouting, donc voilà, ça mouline un petit peu, ça va me proposer, en fait, ça vérifie les routes avec les autorités européennes de contrôle aérien, en l'occurrence Eurocontrol, et par rapport aux routes disponibles, à la performance de mon appareil, etc., ça va me proposer la route la plus adaptée pour mon vol. C'est un peu maigre. Oui, la distance est assez un peu mieux, ouais, tout à fait. Là, il nous propose même par rapport à la météo, donc le système check la météo, là en l'occurrence, il nous a même proposé un vol VFR to VFR, donc un départ et une arrivée en VFR. Si on va un peu plus loin et qu'on lui demande de l'IFR complète, voilà, on a une route un petit peu. Donc là, il nous propose en fait plusieurs routes. Il nous en propose pas une seule, il nous dit, voilà, soit dans les conditions du jour, le plus court finalement, c'est un vol en VFR, donc c'est ce qu'il nous propose au départ. C'est ce qui est envisageable dans les conditions données du jour même. Donc là, je vais prendre un peu, voilà, on va pouvoir sélectionner une route, donc on peut garder le VFR, qui est sélectionné par défaut. Donc ici, j'appuie sur Next. Je vais avoir un petit récap donc à l'écran de ma route. Tac. Donc je la confirme. Ça mouline un petit peu. Ça va valider avec Eurocontrol la possibilité de faire ce vol. Donc ici, j'ai un petit truc qui tourne qui me dit validating. Donc c'est en train de vérifier si le plan de vol est déposable en l'état. Donc comme je disais, ça va être plus intéressant sur des vols plus longs et avec beaucoup plus de points. Oui, c'était pour, pour la démonstration. Oui. Mais l'idée, voilà, c'est que là, on récupère. Donc on vérifie que c'est validable avec Eurocontrol. On vérifie. Donc là, on a un petit truc vert qui nous dit que c'est validé. Si j'appuie sur le bouton File ici, ce que je ne vais pas faire maintenant, je dépose le plan de vol. Oui, c'est ça. C'était ma question suivante. On n'en est pas encore à la partie dépôt du plan de vol. Là, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais il suffit que j'appuie sur le bouton File et en fait, ça dépose mon plan de vol. D'accord, ça dépose directement auprès des services d'Eurocontrol. Tout à fait. D'accord. Donc là, je vois qu'il y a des petits trucs qui s'affichent. On va passer, mais en l'occurrence, l'iPad va également vérifier qu'il n'y a pas de NOTAM sur le point d'arrivée, qu'il n'y a pas de... que j'ai bien toutes les charts nécessaires, les cartes d'approche, etc. dans le système. Donc là, voilà. Je passe un petit peu rapidement. J'active ici. Donc voilà, ça m'en renvoie. Si j'active, ça me renvoie vers ma page principale où maintenant, j'ai ma route, donc de Lyon-Bron à Annecy-Métais, avec un point intermédiaire Piruve ici. Donc il y a un point de navigation qui est donc celui de mon plan de vol. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit bouton bleu ici en haut qui est le symbole Connect, qui est le symbole Bluetooth de chez Garmin. Et si j'appuie dessus, j'ai deux options, envoyer vers ou recevoir. Donc si je fais envoyer vers, tac,
là, je viens d'envoyer mon plan de vol et j'ai un message qui s'affiche dans mon GTN qui me dit que j'ai un nouveau plan de vol disponible. Donc, si j'appuie dessus, j'ai bien mon plan de vol qu'on vient de préparer au niveau de l'iPad. Donc, LFLY, PIRUV, LFLP. Il suffit de l'activer et j'ai mon plan de vol qui est dans mon GTN, donc dans mon avionique maintenant. Donc voilà, c'est assez simple finalement pour un vol IFR de faire de l'autorouting, préparer le vol sur l'iPad et de transférer dans le système de navigation dans le GTN. Si je reviens ici sur mon trip planning au niveau de l'iPad, une autre fonctionnalité, donc je ne vais pas rentrer dans le total, mais on génère un log de nav, mais qu'on va retrouver un peu sous le même format sur le GTN. Et on génère aussi le briefing. Donc on a un bouton brief. Donc là, ça va mouliner un petit peu parce qu'il faut que ça aille chercher les données différentes, les différentes données. Mais l'idée, c'est que ça me crée en fait un pack de vol complet, comme on aurait fait à la main, entre guillemets, en allant sur le site de Météo France pour la météo, sur le site du SIA pour récupérer les NOTAM, les cartes VAC, enfin voilà, etc. Là, en fait, on a tout récupéré pour ce vol-là. On parlait de bagages de vol, enfin d'électronique flight bag tout à l'heure, on est dans ce cas-là où vraiment on va condenser toutes les informations qu'on a de NOTAM, etc. sur la route, sur les aérodromes de dégagement et puis de destination. Et donc l'idée, c'est de lieu d'aller visiter plusieurs sites ou d'avoir des cartes un peu de partout, etc. On a vraiment tout sous la main dans une application. Donc là, vraiment, on n'est pas vraiment sur l'aspect connectivité, c'est vraiment l'aspect préparation de vol où on va pouvoir tout faire à la maison sur l'iPad. Et quand on arrive au cockpit, finalement, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de transférer le plan de vol dans le système. Donc là, j'ai mon briefing qui est arrivé, donc j'ai un petit sommaire qui va bien. Et puis, je vais avoir mes cartes météo pour mon vol. On va assez loin, on a tout ce qui est SQTs, etc. Donc en fait, on va avoir les cartes météo classiques, les cartes des vents en altitude, les cartes des différentes zones de pression, etc. Si je continue à descendre, je vais retrouver ma route. J'ai ensuite tout ce qui va être NOTAM. Donc les NOTAM, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça va être toutes des informations en temps réel en fait, pour indiquer des changements sur la route, sur les aérodromes, aux pilotes. Donc avant chaque vol, on est censé les vérifier, pour vérifier que sur le point de départ, sur le point d'arrivée ou en route, il n'y ait pas des choses qui soient passées. Alors ça peut être la présence d'une grue, d'un obstacle, ça peut être une piste fermée, ça peut être... Voilà. Donc souvent, c'est un peu délicat. Simplement des zones interdites temporairement, par exemple, ou restreintes temporairement. On est tenu, en tout cas, dès qu'on sort d'un trajet local de tour de piste, de vérifier les NOTAM, effectivement. Donc, effectivement. Et là, l'idée, c'est que justement, pour simplifier, on sait que c'est pas simple. Ça l'est pas non plus graphiquement. On a aussi créé quelque chose qui s'appelle les NOTAM graphiques. Donc, en plus d'avoir du texte, parce que le NOTAM se présente sous forme de texte assez imbuvable. Là, on a ce qu'on appelle les NOTAM graphiques. Donc, en plus, graphiquement, sur une carte, on va afficher des cercles de différentes couleurs ou autres pour indiquer, attention, là, il y a une zone interdite, là, il y a une zone avec des changements ou autre chose comme ça. Donc voilà, on a ce briefing qui est fait sur l'iPad totalement, les NOTAM, les informations de départ, d'arrivée, les informations de météo. Donc on a tout un package qui est tout fait dans l'iPad. Et donc on l'emporte avec soi au lieu d'aller sur tous les sites imprimer différentes données. On peut se l'envoyer par mail, on peut le stocker dans l'iPad, on peut l'envoyer à un collègue qui vole avec nous, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Sans rentrer dans les détails, on a aussi tout ce qui va être masse et centrage. Donc ici, dans l'iPad, on va pouvoir avoir ça, c'est obligatoire. Pour tout vol, le pilote doit faire un bilan de masse et centrage de son avion avant de partir. Donc il va dire, mon avion, j'emporte tant de carburant, j'emporte tant de passagers. Et donc, je peux décoller ou pas en fonction des performances de l'avion, ou je serai très centré avant ou centré arrière. Donc, l'avion sera soit stable, soit maniable, soit... donc ça, on est obligé de l'emporter. Aujourd'hui, grâce à l'iPad, c'est pareil. On va pouvoir générer les devis de masse et centrage directement dans l'iPad. Donc ça, on préenregistre les données de l'avion. Et ensuite, on va pouvoir faire fluctuer la quantité de carburant qu'on emporte, ou le nombre de passagers, ou le poids des bagages, etc. Donc c'est un peu l'idée. Et donc, effectivement, ensuite, on peut transférer ce plan de vol dans la partie GTN. Donc, je reviens ici sur la map, par exemple, sur le GTN. Alors, notre avion se promène un petit peu en mode démo. Mais notre plan de vol, lui, qui était de Lyon-Bron à... il est toujours là. On a toujours notre leg.
MLN 208, bonjour MLN 208. L'habitué, mais Oui, un grand habitué aussi. Une question, oui, pour le dépôt de plans de vol. Est-ce qu'on peut déposer des plans de vol IFR, VFR? Est-ce qu'en cours de vol, est-ce qu'on peut modifier aussi Oui, les deux. le On a plan un de vol? système également qui nous renvoie des messages si on a une modification du plan de vol ou si on le clôture, etc. Donc on a un retour vers les éléments connectés, hein, donc sur son iPad ou sur son téléphone. Avoir des messages directement de recontrôle pour nous dire que le plan de vol est accepté, validé, qu'il est bien valide et qu'il comment dire, ou décalé dans le temps, etc. Donc effectivement, c'est fait. Alors pour se connecter sur l'avionique Garmin, il nous faut absolument l'application Garmin ou est-ce que c'est compatible? C'est une très bonne question. Alors il y a aujourd'hui malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Garmin a un système qui est un peu fermé et donc on a deux applications qui sont compatibles avec l'avionique Garmin uniquement. Donc c'est Garmin Pilot et c'est ForFlight, donc l'application anciennement plus ou moins Jebsen, Boeing. Voilà. Donc ces deux applications-là permettent de faire la partie transfert de plan de vol. Là, on l'a pas vu également. Alors je vais peut-être revenir. Je voulais faire un vol un peu plus long pendant qu'on discute pour vous montrer un plan de vol un peu plus compliqué. Un des avantages également qu'on a, c'est que sur l'iPad, on a un système un peu de backup. Hein. Donc en fait, là, vu qu'on est connecté à l'avionique, on a un système de vision synthétique et autres qui récupère toutes les informations de l'avionique. Donc ce qui est ici, ce n'est pas les informations de l'iPad, c'est vraiment les informations qui proviennent, que ce soit en termes de vitesse, d'altitude, qui proviennent des éléments du cockpit, donc des équipements certifiés. Donc on a ce système de backup. On a un système de logbook, enfin voilà, on a plein de choses dans Garmin Pilot. Donc oui, pour revenir à ForFlight et Garmin Pilot, on a à peu près les mêmes fonctionnalités. On se démarque un peu, forcément, c'est nos équipements. La seule chose qu'on va pouvoir faire avec Garmin Pilot qu'on ne pourra pas faire avec ForFlight, c'est la partie gestion des databases, de ce qu'on appelle Database Concierge, donc le concierge des databases, où on va pouvoir, grâce à Garmin Pilot, télécharger, donc ça c'est un peu un des autres aspects de la connectivité, c'est ce qu'on disait, hein, l'aspect mise à jour des databases. Oui. Donc quand on parle de database, pour un petit peu expliquer aussi, dans l'avionique, on a tout un tas de données finalement qui sont stockées dans le système pour permettre le vol. Donc quand on parle de database, ça va être database terrain, donc c'est vraiment le fond de carte, qui est un vrai fond de carte qui est basé sur des données topographiques. On a une database obstacles pour les éoliennes, les tours de contrôle, des choses comme ça. On a obstacles, c'est tout ce qu'on appelle l'AIP, les publications d'informations aéronautiques, dont on parlera tout à l'heure avec les databases, effectivement. Oui, tout à fait. Et donc sur les databases, on a ce qu'on appelle les nav data. Alors là, par contre, c'est vraiment tous les points de navigation, les fréquences, etc. Ouais, les points IFR, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais plus lequel, Piru. Piru. Tous les points qui ne sont pas matérialisés du tout que par un point GPS. Hein. Et vraiment, l'idée, c'est, et comme tu le sais, en IFR, le problème alors surtout les nav data, il y a une obligation réglementaire, mais pour tout ce qui est navigation GPS, hein, c'est de mettre à jour la database, donc la fameuse nav data, tous les 28 jours. C'est obligatoire. C'est ça, c'est le cycle ERAC, qu'on appelle ERAC. C'est un acronyme encore, ERAC, je n'ai plus le... C'est l'information aéronautique de régulation et de contrôle, je crois, pour la fin. Il manque quelque chose. Pas certain. Mais effectivement, et du coup, pendant longtemps, et je reviens un peu sur les systèmes antérieurs, pour mettre à jour ce système tous les 28 jours, il y a eu plusieurs solutions. Dans le temps, je me souviens qu'il y avait un système postal, il me semble, pendant un temps, pour les premiers GPS. Vous envoyez une carte tous les 28 jours qu'il fallait remettre dedans. Alors, ça a commencé avec des formats de cartes PC, MCIA, Maintenant, plus récemment, on est sur les cartes SD, on y est un peu toujours d'ailleurs. Hein. Oui, on met la carte dans chaque emplacement prévu. Là, on insère la carte et puis la mise à jour se fait automatiquement avec les nouveaux cycles qui sont définis par avance. Hein. C'est un cycle vraiment... Oui, tout à fait. Je crois que le prochain cycle ERAC doit être fin décembre, là, autour du 29 décembre, je crois. Il y a des dates d'effectivité qui sont calées dans le temps, effectivement. Et vraiment, on parle database, mais c'est vraiment l'autre idée, c'est que pendant longtemps, ça a vraiment été, je dirais, quelque chose de douloureux pour les pilotes. Ah oui, ça l'est encore sur certains outils avioniques qui sont encore en activité. Tous les 28 jours, soit recevoir sa carte, soit carrément,
Je me souviens avoir déraqué des GPS sur sur du King Air ou des choses comme ça, pour le brancher à un ordinateur, pour faire la mise à jour sur des outils. Enfin, c'était assez archaïque il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et donc, alors déjà, c'est pénible pour un pilote privé. Imaginez que vous avez une flotte d'une vingtaine d'avions et que tous les 28 jours, il faut tout remettre à jour et qu'en plus, les avions sont à différents endroits, etc. Ça devient très, très, très compliqué. Donc, c'est une des autres fonctionnalités majeures aujourd'hui de la connectivité, c'est de pouvoir faire ces mises à jour à distance, à distance ou avec l'iPad. Donc, une des fonctionnalités de Garmin Pilot, alors que c'est pas forcément très visuel, on ne pourra pas faire une démonstration complète ici, mais l'idée, c'est quand je viens ici dans mon iPad, j'ai en fait tous mes abonnements, je sais par rapport à mon avionique ou par rapport à ce qu'il y a dans mon iPad, qu'est-ce qui est à jour, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et j'ai la possibilité, en fait, par rapport à mon abonnement avionique, de télécharger mes données, donc les mises à jour de mes navigateurs GPS dans l'iPad. Donc ce qui se passe, c'est quand je suis à la maison, et d'ailleurs ça se fait automatiquement, dès qu'il y a un nouveau cycle ERAC, donc des nouvelles databases qui apparaissent tous les 28 jours, ça va se charger directement dans mon iPad du moment que je vais le connecter en Wi-Fi ou en 4G ou autre. Je vais récupérer toutes ces données-là. Et quand je vais venir au cockpit, me connecter avec mon iPad, automatiquement, le système va me dire il y a des nouvelles mises à jour dans ta tablette. Est-ce que tu veux qu'on mette le système à jour? Donc ça se passe au démarrage de l'avion, au démarrage de l'avionique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du Wi-Fi et du Bluetooth. On a parlé des deux technologies en début d'émission. On va utiliser le Bluetooth, voilà, c'est une histoire de bande passante, mais on va vraiment utiliser le Bluetooth pour la transmission de données en vol, typiquement les points de navigation, etc. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est database, qui est assez lourd en termes de taille de données, là on utilise le Wi-Fi qui permet de passer beaucoup plus des tailles de données en fait plus importantes. Donc c'est pour ça qu'on fait ça sur le Wi-Fi au démarrage, qu'ensuite on coupe le Wi-Fi pour éviter les interférences en vol. Enfin, voilà. C'est un peu l'idée. Mais là, c'est vraiment une brique essentielle aussi de l'avionique, la database. Si elle n'est pas à jour, en fait, c'est assez complexe. On ne peut pas partir. C'est illégal de voler avec en IFR, c'est illégal de voler avec une database. Périmée, oui. Périmée, et je remercie Franck May, d'ailleurs, qui nous donne l'acronyme, la définition de l'acronyme, la signification, pardon, de l'acronyme ERAC, Aeronautical Information Regulation and Control, avec The Accent. Merci, Franck May. MLN 208 qui a une question aussi. Je suppose que l'on peut créer un waypoint user. Et est-il toujours limité à 5 caractères, Romain? Est-ce qu'on peut... bonne question. Alors, on peut créer des user waypoints un peu de partout. Alors que ce soit dans le GTN ou dans le... vraiment personnel. Voilà, alors quand on parle de user waypoint, voilà, c'est ça. C'est en fait, comme on l'a vu en termes de navigation, on a tout un tas de points qui sont définis, qui existent, hein, surtout en IFR. Et on peut aussi créer aujourd'hui, soit sur l'iPad, ou directement dans le GTN, des points utilisateurs. Donc ça va être un point qui n'existe pas sur une base de données, mais on va le créer. On va un peu plus loin, c'est-à-dire que sur l'iPad, alors c'est une des fonctionnalités que permet par exemple l'iPad, c'est d'éditer graphiquement un plan de vol. Donc au-delà de créer juste un point, on va pouvoir prendre, on a créé notre plan de vol, mais par exemple je vais faire un déroutement où je vais changer complètement mon plan de vol. Alors soit je vais prendre un leg ici, alors je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais en fait je change ma route. Donc si je pointe à n'importe quel endroit, hein, je relâche mon point. Ici, on va me dire que soit il y a des points qui sont déjà existants, soit je peux le créer. Donc si je fais Create User Waypoint ici, je peux lui donner un nom. Alors en vol, on ne va pas forcément créer un nom, on va juste créer le point, il sera un point de navigation. Mais ici, je peux le nommer et on a beaucoup plus que 5 caractères, en tout cas sur l'iPad. Ouais, c'était sur les anciens appareils d'avionique. Et on a autre chose alors, qui est assez intéressant, ça va être plutôt en VFR. Mais on peut faire également de la main levée sur l'iPad, ce qu'on ne peut pas faire sur le GTN. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un trait. Hop là, un peu. Et donc, il va générer une espèce de route par rapport au trait que je viens de faire à main levée. L'idée, ça peut être intéressant quand on veut faire un vol côtier ou des choses comme ça, suivre un bord de côte ou des choses. Ça nous permet d'avoir des points de navigation un peu générés. Et si on revient sur l'émission précédente, avec un mode nav sur un pilote automatique, ça va suivre la route automatiquement, etc. Et ça, on peut transférer directement après dans le GTN. Alors là, on peut aller plus loin, hein. On a les éléments ici. Là, donc je sauvegarde ce que je viens de faire à main levée, qui est un petit peu biscornu, mais je peux le transférer maintenant vers mon GTN. Donc j'ai plein de points qui se sont rajoutés de navigation dans ici sur mon iPad. Je vais pouvoir faire Send to. Donc là, à chaque fois que j'envoie vers le GTN, vu que c'est de l'avionique et que c'est un équipement certifié, ça se fera jamais automatiquement. J'aurai toujours quand même le besoin de venir. OK, j'ai un nouveau plan de vol. Alors là, on voit tout un tas de points.
qu'on vient de générer sur l'iPad. Et si je lui dis Activate, remplacer le plan de vol actuel, bah là j'ai tout mon plan de vol avec la dizaine de points que je viens de rajouter. Voilà. Je crois pas qu'on ait de limitation en termes de caractères, je n'ai pas exactement la limite, on est plus sur 5 caractères de mon point de vue, MLN 208, parce que rien qu'ici sur le plan de vol, j'ai des user waypoints qui ont déjà 6 caractères ou autres. Je pense qu'on a quand même une limite en termes de caractères, mais c'est peut-être pas un peu plus que 5 aujourd'hui. Franck May qui nous demande sur l'appli Garmin Pilot, est-ce qu'elle permet d'afficher des fonds de carte généralistes comme la carte IGN, Google Maps, OpenStreetMaps, etc. Très bonne question. Bah là, ici, je l'ai zoomé un petit peu, donc on le voit peut-être. Hein. J'ai un fond de carte. Là, j'ai sélectionné un fond de carte, justement le fond de carte IGN sur l'iPad. Donc aujourd'hui, on peut utiliser soit le fond de carte IGN pour la France, mais ça s'étend à toute l'Europe. Hein. Alors là, je l'ai peut-être pas. Ça dépend de ce qu'on achète, parce que ces cartes-là, forcément, elles sont pas propriété de Garmin, donc il va falloir les acheter en plus. On dit acheter en plus une carte IGN France électronique sur Garmin Pilot, c'est autour de 50 €, donc finalement, c'est moins cher que les cartes papier quand on achète les 4. Mais voilà, donc en fait, on peut vraiment avoir pratiquement toute l'Europe, l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a, l'Angleterre. Là, je ne les ai pas chargés, mais voilà, on peut aller très loin sur ces cartes appelées cartes 500 millième, donc carte OACI. Donc pour la France, oui. Ici, en fait, on peut sélectionner les cartes qu'on affiche. Une autre option qui est assez récente, c'est les OpenStreetMap. Donc ça, c'est intéressant quand on fait du vol lent ou du vol où on veut vraiment voir des détails. C'est intéressant également aussi en hélicoptère, par exemple. Alors là, on le voit, mon avion se déplace assez vite. Mais l'avantage de l'OpenStreetMap, c'est qu'on peut vraiment zoomer. On va aller au point de voir les petits hameaux, les petites maisons, des choses comme ça directement sur l'iPad. Ça, par contre, c'est des databases qu'on peut, enfin des fonds de cartes qu'on peut avoir dans l'iPad, mais pas dans l'avionique, pas dans le GTN. Le GTN, il va toujours malheureusement avoir son fond de carte homologué. Donc la 500 millième, l'OpenStreetMap, c'est vraiment limité à l'iPad, qui n'est pas considéré comme de l'avionique certifiée. Donc on peut, souvent quand on navigue avec ce genre de système, on a et l'iPad avec ces infos-là, la carte 500 millième, ou là, il y a le fond de carte OpenStreetMap, et ici, plutôt les informations de navigation certifiées, validées, etc. Martin, on n'a plus le chat. On peut avoir le retour. Merci Martin. Donc voilà, j'espère que Franck May, voilà. Ah voilà, c'est mieux, tant mieux. Franck May, si on a répondu à ta question. Full Glider, oui, mais l'iPad facilite la préparation et la rend peut-être plus précise. Alors oui, c'est vrai qu'au coin de la cheminée, par ces temps hivernaux, on est un peu... on a des choses qui sont plus précises, les mesures également. Ouais. La règle, le crayon, ou le rapporteur. Ici, c'est vrai qu'avec des systèmes ou avec 2 doigts comme ça, on a des mesures hyper précises, des distances, des choses comme ça. Donc on a une précision, pareil, on est sûr, du moment qu'on a le bon abonnement sur l'iPad ou qu'on a les bonnes données, on est sûr d'avoir les données à jour. Ouais, et puis on a vraiment tout le loisir de préparer son vol. Je me souviens des vols IFR à préparer dans le cockpit où ça prend une bonne... peut-être un peu moins d'une demi-heure, mais quand même assez... Ouais, tout à fait. Et là, l'idée, c'est le confort aussi, c'est de pouvoir le préparer soit à la maison, soit à l'aéroclub, mais pas directement dans l'avion, éventuellement moteur tournant ou sur batterie, etc. On va pouvoir préparer son vol sur son iPad tranquillement. Et puis voilà, mettre à jour ces informations. Full Glider qui est une précision liée à la taille des doigts. Alors effectivement, est-ce que c'est adapté à toutes les... Ouais, alors... toutes les tailles de doigts. Vu les surfaces d'écran qu'on a aujourd'hui, oui. C'est un peu plus délicat sur des équipements plus petits comme le GPS 175. Alors on l'a pas là, mais dès qu'on a des surfaces d'écran qui sont réduites, ça devient un peu plus compliqué à manipuler. Là, on a une précision. Puis bon, au-delà de l'endroit où on touche, on a vraiment les flèches, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper par rapport à l'épaisseur du... Alors là, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est l'épaisseur du doigt, finalement. Voilà. Je voulais revenir un tout petit peu sur les cartes également par rapport à la question de Franck May. Quand on prépare un vol, l'avantage aussi, c'est que on va créer des petits dossiers avec les cartes d'approche directement dans l'iPad. Donc là, on a fait un Lyon-Annecy. Donc tout de suite, j'ai 2 dossiers qui sont créés, Lyon et Annecy. Et je vais par exemple récupérer mes cartes VAC directement ici sur mon iPad. Sans avoir besoin d'aller les chercher, vu que j'ai fait un vol Lyon-Annecy, j'ai mes VAC directement. Alors ça, pareil, les VAC, on les aura pas. On aura les cartes d'approche IFR dans le GTN. Oui. Par contre, on n'aura pas les cartes d'approche, on n'aura pas les VAC directement, je crois pas. C'est vraiment tout ce qui est AIP
cartes AIP IP, oui. Ouais. Donc, qui peuvent oui, être tout mises ce dans qui le est- GTN, mais sinon sur les VAC, on va plutôt être ici. Donc, c'est exploitation, la IP, là, les cartes AIP, c'est l'exploitation Encore des un cartes autre d'approche. anagramme compliqué. Ouais. C'est les cartes d'approche en IFR sur les aérodromes dotés de procédures adéquates. Ouais, ici, je vais essayer de revenir voir sur mon GTN, par exemple, si je vais sur Lyon-Bron. Je sais pas si je vais pouvoir le simuler là, comme ça, mais bon, quand on zoome, on le verra un peu. On fera une émission navigateur, je pense. Peut-être dans le courant janvier ou le début On février. détaillera plutôt On toute cette détaillera un partie petit peu toute carto, la partie, ouais. justement, carto, etc. Mais ici, je peux activer les cartes en surépaisseur, mais ça va un peu dépendre des approches que j'aurai chargées. Enfin bon, on verra ça lors d'une autre émission, mais voilà, on peut également avoir accès à tout ce qui est carte d'approche, carte back, etc. Directement dans le système. Alors, Franck May qui pose plusieurs questions, qui fait Ouais. une remarque déjà. Oui, sur les instruments avions, c'est normal d'avoir les cartes aéro, mais pouvoir aller chercher les détails, les historiques, etc. sur OpenStreetMap en préparation de vol, c'est essentiel. Sous SD et VFR, en général, je passe par OpenStreetMap, Google, satellite et Ouais. IGN routière. Ça même d'approcher l'avion. Bah, c'est vrai que pour les points, par exemple, si on veut des points, enfin, surtout en vol VFR, si on veut un peu des points de repère Oui. visuels, et là, par exemple, Franck May, il parle de château ou de choses comme ça. L'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'effectivement, on a même en détail ces éléments-là. On va voir les maisons, on va voir les formes des constructions, Oui. etc. Donc ça permet de faire quelque chose de vraiment très pointu en termes de navigation, surtout visuel. Oui, tout à fait. Pour la préparation du vol, par exemple, quand vous arrivez aux abords d'un terrain contrôlé, vous avez souvent des points de report obligatoires ou non, mais en fait, le fait de l'avoir déjà vu sur Google permet d'identifier au sol le point en question, et de précisément savoir si c'est un point d'eau, un château d'eau, un lac. Effectivement. Voilà, en termes de préparation, effectivement, je trouve ça aussi très, très utile. Est-ce que les vagues et cartes de circulation au sol peuvent être affichées sur la carte elle-même? Alors, c'est ce que je viens de faire. Alors, oui et non, Franck May. Donc, là, je viens de le faire pour Lyon-Bron, par exemple. Alors, on a ce qu'on appelle les vacs atéraux et les vacs approches. Donc, en fait, ça, c'est les vacs où vous avez les points de report. En fait, les vacs larges, c'est celles d'approche, vraiment, où on a les points de report. Elles n'existent pas pour tous les terrains, d'ailleurs. Là, sur Lyon-Bron, voilà. Vous voyez, on ne voit pas le circuit directement de piste. Par contre, c'est l'accès au terrain avec les points de report, etc. Ces cartes-là, en fait, elles sont vectorisées. Donc, on peut les plaquer sur la carte. Donc, c'est ce que je viens de faire là. Après, on peut jouer sur l'opacité en vol, etc. pour avoir quelque chose de plus ou moins opaque. Par contre, vraiment, la vac athéro, donc celle qui nous donne le sens de tour de piste, etc. Celles-ci, on ne peut pas les appliquer parce qu'elles ne sont pas vectorisées. Donc, en fait, on n'a pas elles ne seraient pas à l'échelle ou elles ne suivraient pas l'orientation de la carte, des choses comme ça. Par contre, on l'a aujourd'hui modélisé sur Garmin Pilot. Alors là, je vais renlever ma carte ou je vais la rendre complètement opaque. Non, je vais l'enlever complètement. Tac. Ah, bah, j'y arrive pas. J'enlève la carte. En fait, si je zoome vraiment sur le terrain, on a rajouté carrément, enfin, directement sur la carte, les sens de tour de piste, les hauteurs de tour de piste, etc. Pour à peu près tous les terrains. On a en plus, là, ces traits qu'on voit ici, qui sont vraiment justement les cheminements d'approche en utilisant les points de report VFR. Donc, ça peut être des points obligatoires avant de rentrer sur une zone ou d'accéder au tour de piste. Et ça, on a un peu accentué le trait, parce que par exemple, en Allemagne, ils ont des circuits très très précis qu'il faut suivre. Nous, en France, c'est vrai qu'on ne nous oblige pas toujours de passer par ces points de report. Même si on y passe, on n'a pas derrière un cheminement exact. C'est un peu au choix du pilote. Sont assez, En Allemagne, ils ont un tracé très très précis qu'il faut suivre, etc. Donc, voilà. Mais voilà, donc merci pour ces questions, Franck, même parce que ça permettait aussi d'illustrer un peu plus ce qu'on peut faire au niveau de ces applications. Et ensuite de lier tout ça à l'activité, enfin, à l'avionique, effectivement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On est sur Jumpseat. On est avec Romain Spadini qui est représentant Garmin Aviation en France, en Europe, au Moyen-Orient. La liste est longue. La liste est longue. En Afrique du Nord, je crois. Nous sommes actuellement en vol à bord d'un Cirrus, un monomoteur. Ouais, nous faisions Lyon-Bron, Annecy. Enfin là, on l'a un peu bon, modifié. On s'est un peu promené là, du coup. Puis l'avion ne suit pas forcément. Et on parle de cockpit connecté. Donc, et on a vu la préparation du vol. Ouais. Et maintenant, les outils de suivi du vol. Maintenant,
parler un peu des paramètres moteurs, notamment, Ouais, tout à fait. qui sont disponibles à la fois aussi sur les écrans du cockpit, mais aussi sur différents outils qu'on va aborder. Ouais, Euh, j'amène mon. ah, Je vais rajouter, en rajouter un peu. Par agrandir le studio. la table n'est plus assez grande pour tout montrer. Non, non, effectivement, on voulait parler un petit peu d'indication moteur et c'est lié à la connectivité en fait. Euh, donc ici, je pense qu'on l'avait. Alors, je sais pas si on le voit très bien, hein, mais derrière sur notre grand banc là, notre grande planche de bord, on a ici un écran dédié, donc un G500 TXI, hein, dédié à de l'indication moteur. Qu'on retrouve également ici. Là, on a un bandeau spécifique pour du moteur. Et je voulais présenter également aujourd'hui, là, ici, sur l'équipement du haut. On est sur un équipement qu'on appelle le GI 275. Donc, il y a un indicateur un peu bon à tout faire chez Garmin. Donc, il peut être paramétré comme horizon, comme HSI, donc plateau directionnel, comme moving map. Et il peut être également paramétré comme système d'indication moteur. Donc l'indication moteur, en général, hein, on va faire un petit peu rapide dessus, mais l'idée, c'est que ces instruments-là peuvent remplacer nos aiguilles, encore une fois, hein, toujours l'idée de remplacer les vieux instruments à aiguilles dans le cockpit. Donc on a parlé navigation, on a parlé instrumentation de bord, et c'est vrai qu'on a rarement parlé, on n'en a pas parlé dans les émissions précédentes, mais instrumentation de moteur. Donc aujourd'hui, on a différents systèmes chez Garmin qui permettent de remplacer les vieilles pendules, que ce soit pour la pression d'admission, que ce soit pour le nombre de tours moteur, que ce soit pour les températures d'échappement. Donc on rentre un peu dans... Voilà, il y a différentes manières de piloter un avion en termes d'indication moteur en fonction de ce qu'on pilote. Donc certains avions vont être assez simples, qu'on va utiliser simplement le nombre de tours moteur, hein. Ici, on a 2350 tours sur le GI 275. Sur des avions un peu plus complexes, on va vouloir gérer justement les températures à l'échappement ou les températures au niveau du cylindre pour affiner un peu plus. Oui, la richesse du mélange, par exemple. Exactement. Ça peut être valable sur un moteur à piston, mais sur un moteur à turbine aussi, par exemple. Ouais, on peut avoir des indications différentes. C'est vrai qu'en aviation de loisirs, on gère souvent le moteur simplement avec les RPM, hein, ou avec une pression d'admission, par exemple, mais tous les indicateurs moteurs, on va avoir les températures d'huile aussi, typiquement, les pressions d'huile, d'essence, etc., l'état de la batterie aussi. Donc, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur un écran unique. Tout à fait. Hein, toutes les indications qu'on avait jusqu'à présent sous la forme d'indicateurs ronds, comme d'ailleurs un des derniers nés de chez Garmin. Ouais, GI275. Tout à fait. Alors pourquoi je voulais montrer un peu le GI275, que c'est un peu... Bon, on a parlé G500, on voit souvent le banc G500, G600, mais qui est de l'avionique quand même très... Comme je disais, c'est assez... on va pas rencontrer ça dans tous les avions, ça a un coût, etc. Et c'est pour ça qu'on a le GI275 également aujourd'hui. C'est un produit qui permet d'avoir accès, enfin de remplacer, et en fait vraiment l'idée c'est de remplacer les équipements, les anciens équipements, par ces systèmes d'information moteur qui sont validés, certifiés comme indication primaire. Ce qui veut dire qu'on a besoin de rien d'autre, c'est vraiment eux qui nous donnent des informations relatives à nos moteurs. Donc sans rentrer trop dans les détails de ces indications moteurs, l'idée c'est pourquoi je voulais parler d'indication moteur et connectivité. Parce qu'en fait avec ces équipements électroniques de gestion moteur, sur lesquels on va avoir toutes nos informations, mais comme tu l'as dit, on va aussi avoir de l'aide à l'appauvrissement, enrichissement moteur, etc. Ouais. L'idée c'est qu'on peut enregistrer en temps réel toutes nos données moteurs dans le système, mais aussi directement vers l'iPad. Donc quand je dis enregistrer, vu qu'on fait de l'électronique, vu que c'est des équipements électroniques aujourd'hui, en fait tout ce qui se passe au niveau de notre moteur, donc les températures, les pressions, etc., on les enregistre. Donc on enregistre à une fréquence de, je crois que c'est 1 Hz, donc toutes les secondes, on enregistre les paramètres moteurs dans le système. Quand on l'enregistre dans le système, ça reste stocké dans le système ou ça part sur une carte SD qu'on a dans les équipements, etc. On peut stocker pour la plupart des systèmes aujourd'hui jusqu'à 500-600 heures de vol. Mais l'idée, et ce qui va plus loin au niveau de la connectivité, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir également avoir en temps réel ces informations de moteur transférées vers notre tablette. Et donc l'idée de tout ça, c'est avoir ces infos sur cette tablette. Donc en plus d'avoir nos infos moteurs sur nos différents équipements, on va les avoir au niveau de notre tablette. Alors là, en mode démonstration, je ne suis pas sûr que je les aurai aujourd'hui. Mais
Mais l'idée, c'est d'avoir tout dans notre tablette. Alors bon, que ça se présente, je sais pas si on verra trop sur la tablette, ça se présente comme ça. Alors là, je suis pas sûr d'être bien relié à l'avionique. On a relié au GTN, mais j'ai pas forcément les informations qui proviennent des indications moteurs. J'ai pas l'impression. Enfin bon, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir tout récupérer en temps réel dans l'iPad. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'une en vol, d'éventuellement revenir en arrière, donc de voir ce qui s'est passé quelques minutes avant. Le système avionique nous montre toujours ce qui se passe en temps réel. Là, l'iPad, vu qu'il a les données enregistrées, va pouvoir nous montrer ce qui s'est passé un peu avant. Comme un replay, un peu de ce Un qui peu s'est un passé replay, pour, ouais. Mais pourquoi pour un doute Un bruit, un doute sur un ouais. cylindre, ou quelque chose qu'on aurait vu en se disant tiens, il y a eu quelque chose d'anormal, j'ai pas bien vu, ou j'ai entendu quelque chose, j'ai pas vu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça permet de le faire sur l'iPad. D'accord. Et puis l'autre avantage, c'est que en stockant sur l'iPad, en fait, dès qu'on arrive au sol, on va avoir toutes ces informations dans son iPad et on va pouvoir récupérer ça sur le cloud directement, Et donc du coup, sur la plateforme Garmin. Ça sert à quoi d'enregistrer tous ces paramètres moteurs depuis autant de temps Ça va surtout servir pour la maintenance en fait, de l'avion. Donc aujourd'hui, on ne parle pas encore d'assurance. On pourra évoquer ça, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a eu quelque chose d'anormal ou s'il s'est passé quelque chose sur son moteur, on est capable de récupérer toutes ces infos-là, de les envoyer à son atelier de maintenance et de dire regardez ce qui s'est passé sur mon moteur, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Oui, non, pourquoi, etc. Ça va permettre de vraiment cibler en termes de maintenance des problématiques qu'on aurait pu avoir en bas. Est-ce qu'on peut aussi imaginer, comme ça se fait un peu dans l'aviation de ligne aussi, une sorte de maintenance prédictive Ouais. Disant, bah, tiens, on va arriver en butée là. Alors, c'est encore en train de se mettre un petit peu en place, mais l'idée, c'est que on récupère les infos moteurs, mais on récupère les infos de l'avionique, on récupère l'oramètre, on récupère tout ça. En fait, c'est toutes des informations qu'on peut très bien transmettre à son organisme de suivi de navigabilité ou à son atelier pour s'en servir pour de la maintenance préventive. C'est également utile si on a un avion qui est en location ou qui est partagé. Ça permet potentiellement, alors on le sait très bien, si l'avion il est utilisé par 20, 30, 40 pilotes ou en club ou en école ou autre, on va pas toujours nous dire ce qui s'est passé sur l'avion. On n'est pas toujours fier de dire bah tiens j'ai fait une overtemp ou j'ai fait une surpression ou quelque chose comme ça. Donc là l'idée c'est que bah éventuellement, alors c'est pas de la police, hein, c'est vraiment pour faire la sécurité, pour la sécurité et de la maintenance. L'idée c'est de pouvoir récupérer les infos et dire ah il y a eu quelque chose sur le moteur, faut qu'on aller voir un peu. Donc il y a vraiment ces aspects-là au niveau instrumentation moteur et connectivité aujourd'hui. On va un peu plus loin, on le fait aujourd'hui pour les turbines. Donc là, on n'est pas en affichage turbine, mais on peut le faire sur mono, bimoteur. Donc 4, 6 cylindres. Alors bon, en aviation générale, on va retrouver monomoteur, bimoteur, avec du Continental, du Lycoming, c'est les moteurs courants. On le fait pour du Rotax, surtout avec du G3X aujourd'hui. Et puis on va retrouver un peu tout ce qui est maintenant de plus en plus d'avions à turbine. Donc on va le faire pour les TBM, on va le faire pour les King Air, on va le faire pour les Méridiens. Donc on peut faire de l'instrument. Et ça c'est très intéressant par exemple pour les démarrages sur les turbines. Il y a moyen de faire des démarrages chauds qui peuvent être qui peuvent vraiment endommager la turbine. C'est pour ça que je parlais aussi d'assurance, c'est que c'est des questions que j'ai eues d'utilisateurs, de dire vu qu'on enregistre les données, on est capable de prouver aussi ce qu'on a fait ou pas avec l'avion. Alors c'est à double tranchant, hein. On va pas montrer les bêtises qu'on a faites. Par contre, on peut aussi utiliser, je sais que j'ai eu des cas sur G1000 de gens qui ont c'est pas sur de l'indication moteur, mais sur de la navigation. Est-ce que vous êtes vraiment rentré dans la zone, où il fallait pas rentrer? Et ça, aujourd'hui, on sait par rapport à toute cette connectivité-là, récupérer ces informations et pouvoir prouver où vous êtes passé très très précisément de manière très précise. Et comment vous avez utilisé votre moteur très précisément. Alors, bienvenue à Ribs Côte de Bœuf, qui est un nouveau follower. Merci de nous suivre. Et puis, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et à nous suivre sur tous les réseaux. Instagram, Facebook, YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. Et soyez attentifs aussi sur les réseaux sociaux pour les prochains jours. On parlait d'indicateurs moteurs. Moi, j'avais une question sur la prise en fait de ces indications-là. Comment ça se passe quand j'achète? Imaginons, Noël approche. Alors, je sais pas. Peut-être que je suis propriétaire d'un avion. Peut-être. D'installer un GI 275 que je veux paramétrer en afficheur de paramètres moteurs. Comment ça se passe à l'atelier? Est-ce qu'on va
positionner des capteurs. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, là, que ce soit sur tous les équipements qu'on voit ici, on voit l'écran en façade, mais alors, l'écran, c'est qu'une partie du système en indication moteur. Euh, L'idée, c'est, enfin, forcément, si on veut avoir des indications de moteur, il faut qu'on ait des capteurs au niveau du moteur. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va réutiliser les capteurs qui étaient existants, ou si vraiment on est sur des générations qui ne sont pas compatibles avec le numérique aujourd'hui, on va potentiellement changer certains capteurs. D'accord. Donc, par exemple, pour les EGT, les CHT1, les températures cylindres, température d'échappement, on va avoir des capteurs à chaque cylindre, à chaque échappement pour récupérer ces infos. Donc, on a un lot de capteurs au niveau du moteur, où là, vraiment, on est sur, entre guillemets, de la mécanique ou de l'électronique. Hein, donc, c'est vraiment un système, donc je reviens sur ce que j'ai dit, pas un système numérique, pas un signal numérique, mais vraiment un signal analogique. Analogique. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va venir passer par un convertisseur. Sans rentrer dans les détails, ça va être soit du GEA 24, soit du GEA 110 chez Garmin en fonction des moteurs. Et donc ça va être notre convertisseur qui va faire la conversion entre nos capteurs et ce que peut comprendre en numérique notre écran. Que ce soit un G500 ou un GI. Donc quel que soit le système qu'on va choisir, ça va toujours être un lot de capteurs au niveau de son ou de ses moteurs, un convertisseur ou deux si on a deux moteurs, pour faire la conversion vers les écrans. Et ensuite l'écran devant. D'accord, parfait. Merci. Alors, on continue notre vol. Hein. On était sur les capteurs moteurs et les affiches. Oui, nous afficher bien les bonnes infos sur l'iPad. C'est juste que je n'avais pas sélectionné la plage de temps, mais voilà. Donc ça, un exemple de connectivité aussi avec les indicateurs moteurs, c'est qu'on récupère aussi en live tout à fait. Donc là, en fait, c'est connecté à notre banc ici. Hein, donc, c'est simulé. Hein. En fait, on retrouve exactement les infos qu'on a ici sur notre iPad. D'accord, et on peut continuer aussi sur des produits assez récents, hein, d'ailleurs, de Garmin, PlaneSync. Ouais, tout à fait. Qui date de quelques mois maintenant, mais qui permet vraiment de... C'est une brique supplémentaire aussi. Ouais, c'est encore la brique, c'est la brique ultime, enfin la dernière. On en aura peut-être d'autres dans le futur, mais aujourd'hui, c'est vraiment la brique ultime en termes de connectivité. Comme on a dit, hein, préparation du vol, suivi du vol en temps réel, après le vol, récupération des informations, mise à jour des databases. Tout ça, aujourd'hui, on peut le faire en Bluetooth. Ça demande potentiellement l'ajout d'une carte ou autre, mais ça demande quand même toujours quelques opérations par le pilote. La mise à jour des databases, je vais devoir prendre mon iPad, quand même vérifier que j'ai les databases, que je les ai téléchargées à la maison. Donc, il y a une petite action manuelle ou du moins gestion de l'iPad pour venir faire ces mises à jour. La nouvelle brique qu'on a rajoutée aujourd'hui, donc effectivement, c'est une technologie qu'on appelle PlaneSync. Et PlaneSync, l'idée, c'est d'automatiser complètement ces systèmes-là. Donc, grâce à PlaneSync, c'est un système donc, vraiment physique dans l'avion. Hein, je ne l'ai pas ici, c'est un petit boîtier qu'on va rajouter, donc qui est un récepteur en fait LTE, donc comme un récepteur pas satellitaire, mais cellulaire. Donc ça va passer par de la 4G. D'accord, en fait, un téléphone en fait. Ouais, tout à fait. Donc deux solutions, soit on passe par le Wi-Fi, donc soit on a du Wi-Fi au hangar ou là où est l'avion, soit sinon on passe par la 4G. Donc si on passe par la 4G, n'importe où que soit l'avion, on va pouvoir venir réveiller le système. C'est ce qu'on fait physiquement. Donc à la demande, sur son iPad, sur son téléphone, sur sa montre, on va pouvoir venir réveiller le système. On ne démarre pas toute l'avionique, hein, ça serait coûteux en énergie. Télécommande en fait, on va chercher à... On vient en 4G demander au système de nous donner des infos sur l'avion. Première info qu'on va récupérer de l'avion, donc on va venir réveiller le système sur batterie, mais alors dans un très court instant, pour récupérer ces informations. Alors là, j'ai une petite simulation. Alors je l'ai fait toujours à travers Garmin Pilot ou sur votre montre éventuellement. Donc là, j'ai une simu de Garmin Pilot, hein, je ne sais pas si on le verra très bien. Et donc en fait, je vais pouvoir venir consulter ici la page de mon avion. Donc, je vais pouvoir l'actualiser. Hein. Là, on peut éventuellement l'actualiser. C'est un banc de démo qui tourne aux États-Unis, hein, auquel je suis connecté. Et en fait, on va pouvoir venir vérifier ici, en réveillant son avion, que les databases sont à jour. On va pouvoir vérifier ce qu'on a comme carburant dans l'avion. Donc, j'ai posé mon avion FBO, il est dans le hangar, c'est un moment que je ne l'ai pas utilisé ou autre. Je vais venir pouvoir le réveiller, savoir quelle température il fait à l'extérieur, quelles sont les heures de vol que j'ai au niveau de l'obsmeter, donc sur mon avion. Qu'est-ce que j'ai dans les réservoirs? Est-ce que mes databases sont à jour? La puissance, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma batterie? Donc la tension au niveau de ma batterie.
ma température d'huile, le métard à l'endroit où est mon avion et la position exacte de mon avion. D'accord, si on ne sait plus où on a garé son avion, Ouais, on voilà, sait non, où le retrouver. alors c'est vrai que c'est un cas un peu plus particulier, mais si vous avez laissé votre avion à un FBO qui doit vous faire les pleins, etc., vous êtes parti. FBO, tu peux rappeler Ouais, alors c'est surtout utilisé aux États-Unis, je ne sais même pas la signification. Mais souvent, quand vous allez vous poser, surtout avec un avion privé, alors on va parler d'avions un peu plus complexes, vous vous posez au Bourget, je dis une bêtise, en fait, vous avez un système de ce qu'on appelle du handling. Donc ça va être une prise en charge de l'avion par un prestataire de service qui va s'occuper de votre avion. Donc il va le tracter, il va le mettre au hangar, il va éventuellement vous faire les pleins ou des choses comme ça. Donc vous vous posez, il va être pris en charge par le handling ou le FBO. Alors comme je disais, en France, quand on parle handling, ça va être un peu riche, hein, ça va plutôt être pour des avions un petit peu des avions d'affaires déjà ou autres. Ouais. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est très très courant. N'importe où vous allez vous poser avec votre avion, même en VFR ou autre, vous avez du handling et c'est peu coûteux, donc voilà, c'est répandu. Mais l'idée, c'est que vous partez à l'hôtel et en fait, avant de récupérer votre avion ou quoi le lendemain, vous pouvez vérifier qu'ils l'ont bien engaré, qu'ils ont bien fait les pleins, que voilà, des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment vérifier l'état de l'avion à distance et avant d'entreprendre. Donc voilà, plusieurs choses. PlaneSync, le système, alors soit on va le réveiller à la demande pour vérifier justement la situation de son avion, sa position, les pleins. Je sais pas ce qu'il reste comme carburant, qu'est-ce qu'il faut que je mette demain, ou est-ce que j'ai assez pour faire mon vol, voilà. Bon. Il va aussi se réveiller automatiquement, donc calé sur le rythme ERAC, pour mettre à jour les databases automatiquement. Tout seul, on n'a plus rien à faire, même pas. On parlait tout à l'heure de transfert. Non, plus rien. Tout se fait. Voilà. Donc là, en fait, le système en 4G va vérifier, va se réveiller à des temps donnés. On ne va pas le réveiller tous les jours, ça sert à rien. On a le cycle à 28 jours qui est connu bien à l'avance. Pour ça, oui. Mais on va régulièrement réveiller le système, vérifier s'il y a des nouvelles nav data, enfin des databases en général disponibles. Et si c'est le cas, télécharger ces données en 4G et les mettre à jour. Ouais, même plus le plaisir de faire le tour. Le plaisir. Soi-même. Donc voilà, PlaneSync, ça. Et également, ce qu'on vient de dire sur les infomoteurs. On va être capable de transférer, alors sans passer par l'iPad, de transférer directement les infomoteurs en passant par la 4G directement dans le cloud de Garmin. Ça marche comment? Il faut un boîtier spécifique, non? Ouais, il faut un boîtier spécifique. Donc on a un petit boîtier derrière qui s'appelle le GDL60. Donc il vient en remplacement d'un FlightStream, on n'a pas besoin des deux. C'est-à-dire la petite carte dont on parlait tout à l'heure, par exemple pour un GTN, là vu quand on a le GDL60, on n'a plus besoin de la carte. Donc une carte avec un. Là on a un produit qui fait la même chose, plus la connectivité 4G LTE, le réveil automatique du système. Ouais. C'est un système un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Là, c'est une simple carte qu'on vient rajouter. Le GDL60, il faut y penser quand on fait son installation. C'est vraiment un produit qu'on propose aujourd'hui et qu'on essaie de pousser. Au moment où le client va faire une installation de ce type-là, pensez tout de suite à PlaneSync, pensez tout de suite au GDL60, parce que pendant qu'on est à faire le câblage de l'avionique, etc., c'est intéressant de le faire à ce moment-là. C'est pas un surcoût monstrueux par rapport à un FlightStream. Donc ça fait du sens de le faire à ce moment-là. Mais là, on est plutôt sur un public des clients plutôt propriétaires. Ouais, aujourd'hui, on est plutôt sur des clients propriétaires. Là, pour l'instant, la cible ou la clientèle, c'est plutôt des propriétaires qui font quand même de l'IFR. Oui, donc des avions. Et qui sont déjà bien équipés ou qui sont en train de s'équiper très bien en Garmin. On est plutôt sur une gamme d'avions assez haute. On a beaucoup de demandes d'opérateurs, d'écoles, de gens qui opèrent beaucoup d'avions. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, mettre à jour une vingtaine de machines qui sont sur différents sites. Ouais, tout à fait. Même quand c'est sans fil, il faut avoir le technicien ou la personne ou le pilote qui a le bon iPad connecté ou la carte SD pour les mettre à jour 20 avions qui sont à 20 endroits différents. Oui, à l'école où j'étais précédemment, ça prenait une demi-journée pour faire toute la flotte. Et là, je rebondis un peu sur la question de DIMS 350. Est-ce que les aéroclubs sont très demandeurs, sachant que les flottes sont vieillissantes, sont-ils intéressés par ces innovations? Faut-il aller les chercher là? Je pense, DIMS 350, que c'était plutôt en rapport avec les paramètres, les affichages de paramètres moteurs, mais c'est valable aussi pour le GDL 60.
C'est vrai que les DR400 ont peut-être moins d'intérêt à équiper un DR400 d'un Ouais, tout à GTX fait. 400 Bah, que de la place aussi. c'est une question de coût, hein, quand même, hein. Ce qu'on a derrière nous, le banc complet, on est sur des budgets à 100 000, 150 000 euros. Est-ce que ça fait sens de mettre 150 000, 150 000 euros d'avionique sur un DR400 ou un Cessna 152? Pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a d'autres produits, hein, comme le GI 275, Oui, le G5. comme les G5, Ouais, qu'on tout à retrouve fait, de on plus en parle plus français aussi, un peu plus loin. sur les DR400. Donc il y a une question de coût, bien entendu. Après, c'est une vraie problématique pour les clubs. Aujourd'hui, ils sortent quand même du Covid, c'est un peu délicat. Les clubs qui ont fait le pari souvent de moderniser leur flotte, soit avec des avions récents, soit en rétrofitant, souvent ça se ressent, et plutôt dans le bon sens au niveau de leurs heures de vol et de la fréquentation. Maintenant, ça reste des budgets, voilà, des budgets quand même importants. Donc, est-ce qu'on va chercher les clubs? Oui, bien sûr. On essaie de faire de la pédagogie, on essaie de leur expliquer quels sont les avantages de ces systèmes-là. Il y en a plein. Maintenant, il faut pouvoir s'adapter à tout le monde. En termes de coût, en termes de fonctionnalité. En club, on vole quand même beaucoup en VFR. Donc voilà. Mais après, comme je disais, par exemple, en école, je pense plus à de la Théo pour vraiment former du pilote de ligne. Oui. Là, ça fait du sens d'avoir déjà des systèmes intégrés comme ça, parce que le futur pilote de ligne, pilote professionnel, il va retrouver ces systèmes-là sur de l'avion de ligne, sur de l'avion commercial, sur de l'avion d'affaires. Et puis, comme on disait, il y a ces aspects mis à jour d'avions qui sont pas là, qui sont à distance. Oui. Voilà. Le suivi de la flotte aussi, enfin, l'état, non seulement l'état de la flotte, mais aussi le positionnement des avions. Mhm. Là, ça fait sens, effectivement, d'avoir une situation précise de l'avion. Donc ouais, voilà, vraiment, PlaneSync, c'est voilà, la brique ultime un peu qui permet de faire tout ce qu'on a vu en termes de connectivité, mais qui rend automatique la mise à jour, la récupération des informations moteurs. Enfin voilà, c'est beaucoup vraiment de choses, même pour les passagers. Hein, il y a une collection satellitaire, je crois, enfin, possible. Possible, effectivement. Donc après, bon, ça, c'est des choses qu'on va peut-être développer un peu plus dans le temps. On parle éventuellement d'une appli pour ou d'un format de l'application plus dédié pour les passagers, des choses comme ça. Donc voilà. Mais Dims qui nous dit le vrai changement passera donc par le renouvellement des flottes avec les années. Alors pas forcément le renouvellement, soit le renouvellement des flottes, soit la modernisation des avions existants. Bon, après, il n'y a pas que l'avionique qui rentre en compte. On parle des. Enfin voilà, aujourd'hui, on a une tendance à vouloir aller vers la décarbonation ou au moins réduire les consommations de carburant, ne serait-ce qu'en termes de coût. Donc c'est vrai que les moteurs, je vois que Dims parle de l'Elixir, enfin on a plein d'autres modèles aujourd'hui sur le marché, mais les moteurs Rotax qui vont être plus économes, des choses comme ça. Donc ouais, effectivement. Mais c'est vrai que comme le fait judicieusement, comme le rappelle Franck May, il y a un côté un peu plus jeune aussi avec un G5, enfin une avionique moderne, c'est un peu plus sexy qu'un. Ouais, alors on se confronte à ses avantages et ses inconvénients. C'est ça le truc, c'est pour ça que je disais que les clubs qui ont souvent fait le choix de moderniser un peu ou d'amener de l'avionique dans le cockpit, finalement ça se ressent plutôt de manière positive parce qu'ils attirent plus de jeunes, un jeune public, ou alors les gens vont voler un peu plus parce qu'ils ont des outils sympas, parce qu'ils ont une charge de travail réduite, parce que voilà, tout ce dont on a parlé. Après, il faut aussi changer les mentalités. Le problème, c'est quand on a été habitué à voler pendant des années avec des aiguilles, etc. Il faut... Alors, je trouve pas que c'est très compliqué de passer sur du glace cockpit. Néanmoins, il y a quand même une petite gymnastique, une petite marge de progression et tout le monde est... Alors voilà, il y a des gens qui sont très contents de vouloir de réapprendre, de réapprendre certaines choses et puis d'autres préfèrent continuer à voler de manière traditionnelle. Chacun sa sensibilité aussi. Et puis bon, ça dépend ce qu'on fait. Il y a des gens qui volent pour le plaisir et si on fait vraiment du très local à basse vitesse pour se promener, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pas forcément. Oui, on peut très bien faire du Piper Cub sans G5 à bord. Voilà, après, le G5, c'est toujours le débat, parce que le G5 il va remplacer de l'horizon, c'est une fonction un peu basique. Et de toute façon, l'horizon dans le Cub, il va tomber en panne un jour ou l'autre. Alors, est-ce qu'il faut mettre un G5 ou pas? Mais après, c'est vrai que dès qu'on parle de beaucoup de fonctionnalités, comme on vient de le voir, c'est pas forcément, et on en est conscient, c'est pas pour tout le monde, néanmoins, voilà. Et justement, c'est une question que je voulais te poser. En termes de maintenance, est-ce qu'un G5, par exemple, ou un GI 275, pardon, ça
C'est plus facile à maintenir qu'un instrument analogique standard. Oui. Il y a un gain. Il y a le vrai gain depuis qu'on est passé en numérique sur les indicateurs, en tout cas horizon et plateau directionnel, c'est que si on remplace les deux, on enlève les pompes à vide. Ouais. Et la pompe à vide, c'est un truc sur les avions qui pèsent 10 kilos et qui tombent en panne tous les 18 à 24 mois. Et vraiment. Donc en fait, on s'enlève. Enfin, aujourd'hui, les horizons pneumatiques, électriques, etc., ils arrivent vraiment enfin. Ils souffrent vraiment d'obsolescence sur toutes les machines. Les pompes à vide, c'est pareil. Donc on est sur des systèmes qui tombent en panne très régulièrement. Donc en termes de fiabilité, je dirais que oui, passer sur du numérique, c'est plus facile. Ça durera plus longtemps. Et les coûts sont pas forcément plus élevés. Alors, un peu, mais pas forcément beaucoup. Et surtout, on va gagner 10-15 kilos sur la machine. Ouais, voire plus en fonction des conflits. Franck May, merci. Franck May confirme effectivement notre expérience, c'est que le G5 coûte beaucoup moins en maintenance à long terme que les horizons classiques. Effectivement, on gagne du poids, comme vient de le dire Romain. On gagne du poids et vraiment les horizons classiques aujourd'hui. Voilà. Et puis en système mécanique, hein, tout simplement. En fait, on n'a pas de mécanique, on est vraiment sur de l'électronique. Alors l'électronique, ça tombe en panne aussi, mais on n'a pas de système tournant, on n'a pas de mécanique interne, on n'a pas de choses... Voilà, on n'a rien de rotatif, on n'a rien de... Voilà. Alors qu'on a ça sur un... Enfin, à contrario, sur un horizon pneumatique, électrique ou autre, ça reste quand même un système qui est voilà, en termes technologiques, qui date d'il y a 40, 50 ans, voire plus. Ok. On parlait des GNS 430, alors on reviendra dans une émission peut-être un peu plus en détail sur les navigateurs, mais c'est comme on l'a annoncé un peu en début d'émission, le GNS 430, il arrive un peu... tu fais bien d'en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, je pense, lors des dernières émissions, mais le GNS 430, 430-530, c'est un produit qu'on a sorti dans les années fin 90, et on en a énormément qui volent encore, tant mieux. Oui, qui sont toujours... la problématique qu'on a, c'est que le produit, il a pratiquement 30, enfin pas 30, mais 25 ans de vie sur le terrain, et que même nous, on a du mal on n'a plus en fait les pièces détachées nécessaires pour les réparations. Donc en fait, ce qu'on a commencé à annoncer tout doucement, c'est qu'on aurait du mal à les réparer, et ça va se confirmer dans les mois qui viennent, malheureusement. On commence à plus avoir d'écran du tout sur les GNS, donc on va tout doucement annoncer. Alors malheureusement, on pourra toujours faire les mises à jour, etc., mais en termes de réparation, un GNS qui tombe en panne, on va vraiment avoir du mal à le réparer dans les prochains... Et c'est quoi la solution alors? C'est un remplacement par ça va être soit le marché de seconde main, mais bon, aujourd'hui les GNS ont toujours une valeur élevée d'occasion. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller payer un GNS 4 000, 5 000 euros qui ne sera pas réparable le jour où il tombe en panne? Pas forcément. Donc nous, forcément, nous on pousse les clients vers les GTN, qui est vraiment le remplaçant, et puis bon, qui offre en plus des fonctionnalités de connectivité aussi. Entre autres de connectivité. Mais voilà, c'est vraiment le moment pour nous de passer, franchir le pas du GNS au GTN. Une génération différente de navigateurs, quoi. Et puis voilà, un produit, comme je disais, le GNS, c'est pas qu'on veut laisser tomber nos clients, pas du tout. C'est que c'est 25 ans, c'est que ça a 25 ans et que voilà, on commence à souffrir de l'obsolescence des pièces sur ces. Une question justement sur ce sujet de Starway 366. C'est dans 25 ans, y aura-t-il de la pièce détachée pour GTN? On risque d'avoir le même souci, quoi qu'il arrive, effectivement. Plus on a de produits sur le marché, et plus on essaie de maintenir ce suivi et ces pièces détachées. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez... Alors, je pense qu'il y a un deuxième marché qui va se créer. Aujourd'hui, nous, Garmin, on dit on n'a pas les pièces, on va pas savoir réparer. Parce que c'est vrai, on les a pas. Et puis forcément, vous allez me dire, c'est pas non plus dans notre intérêt. Effectivement, il y a des nouveaux produits. Donc on va inciter les clients aussi à venir vers nos nouveaux produits, vers des nouvelles fonctionnalités, etc. Et ce qu'il va avoir, comme on retrouve aujourd'hui chez Bendix King, chez Honeywell, chez d'autres, ils ont le même problème de pièces sur des équipements qui ont 30, 40 ans. Oui. Après, il y a des ateliers qui en ont fait aussi leur gagne-pain en proposant de la réparation sur ces équipements-là. Mais malgré tout, ça reste... c'est vrai pour tous les produits, il y a de l'obsolescence. Aujourd'hui, des cycles de 25-30 ans, ça me paraît déjà pas mal pour ces produits qui sont quand même de l'électronique. Oui, qui sont vraiment à l'origine. On est sur des cycles de vie commercialement d'une dizaine d'années et en suivi, en répart, etc. Ouais, on est sur un cycle de 25 à 30 ans. Et après le constructeur, malheureusement, passe la main un petit peu aux ateliers qui voudront bien les réparer, mais c'est un peu la réalité.
Après, on propose des choses, hein. On a en cours, on propose des reprises. On n'est pas les seuls, hein. On propose, comme je disais, les GNS sont toujours une bonne valeur. Nous, on propose de les reprendre quand les clients achètent des GTN. Et puis nos revendeurs proposent aussi de la reprise parce qu'il y a toujours un marché pour ces GNS. C'est toujours un très bon navigateur GPS comme Nav 833. Il y a toujours de la demande pour les gens qui n'ont pas les budgets pour la mettre dans du GTN. Alors quand je dis GTN, hein, on a là aussi le GPS 175 et d'autres navigateurs moins chers, hein, qui permettent de franchir le pas. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un GPS comme Nav? Pas forcément. Donc voilà. Mais je pense qu'on détaillera un petit peu tout cet aspect navigateur lors d'une prochaine, Oui, avec plaisir. Une prochaine émission. Ben merci Romain, en tout cas on arrive à la fin de ce live. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission sponsorisée par Garmin. Il y en aura d'autres en début d'année. Merci à vous, on espère continuer. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, que ce soit en commentaire YouTube ou sur les différentes chaînes d'Aérobuzz ou de Jumpseat. Et bien sûr, suivez bien l'actualité dans les jours à venir. Oui, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux de Jumpseat et d'Aérobuzz. Le Père Noël va passer, on aura peut-être une montre à offrir à un heureux abonné ou en tout cas un adepte de Jumpseat ou d'Aérobuzz dans les jours qui viennent. Donc suivez bien les différents réseaux sociaux. Et merci encore. Et puis à très vite. Merci Romain. À très vite et bonne fête. Bientôt.